Ils veulent votre éclat, mais en luminosité régulée. Vous livrent, bien sûr. Vous ajustez le focus de vos propres rêves pour ne pas éblouir personne. Et, peu à peu, vous oubliez comment c'était de voir en haute résolution. Remarquez comment la médiocrité ne crie pas. Elle chuchote précisément lorsque la douleur émerge. Après 3 échecs, elle conseille « peut-être que ce n'est pas votre talent ». Dans une relation tiède, elle chuchote « mieux vaut cela que d'être seul ». Lorsque les vêtements ne vont plus parce que la sédentarité a gagné, elle assure « c'est l'âge en fait ». Elle a 1000 arguments raisonnables, des statistiques prêtes, des mèmes motivationnels et même des citations de philosophes sortis de leur contexte pour prouver que renoncer à votre grandeur n'est qu'une forme de maturité. Mais il y a un inconfort qui ne cède pas. Il suffit d'un instant de silence avant de s'endormir pour entendre un murmure concurrent, celui de votre propre âme. Elle se rappelle que vous avez déjà senti votre pouce s'accélérer devant une nouvelle idée, que vous avez déjà imaginé impacter le monde au-delà de votre chèque de paie. Elle se souvient de l'euphorie de la première fois que vous avez couru sans regarder derrière vous, de la première chanson que vous avez composée, du premier texte que vous avez écrit sans penser aux métriques. Ce murmure n'accuse pas, il invite. Et chaque fois que vous le retardez, vous affaiblissez un peu votre propre élan vital. La génération qui a lancé des fusées sur la Lune, inventé Internet et déchiffré la séquence du génome humain, est née de personnes qui ont refusé d'être médiocres. Ils ont été considérés comme idéalistes, agités, importuns. C'étaient des gens qui trébuchaient dans les laboratoires à l'aube, écrivaient des manifestes dans des sous-sols, dépensaient leur voix dans des places publiques. Il n'y avait pas de manuel prêt ou de rémunération garantie, il n'y avait qu'une flamme intérieure si inconfortable qu'il aurait été impossible de l'éteindre sans embraser avec elle le but d'exister. Se rendre compte qu'on a été trompé est douloureux, mais prendre la décision de renverser le coup l'est encore plus, parce que lutter contre la médiocrité exige de nager à contre-courant d'une rivière entière d'attentes externes, certaines estampillées sur des visages aimés. Cela exige d'entraîner quotidiennement la musculature du courage, se lever plus tôt pour étudier quelque chose que personne ne demande, dire non à un emploi bien rémunéré mais qui aspire l'essence, choisir des amis dont le vocabulaire inclut des rêves impossibles. Cela signifie échanger l'anesthésiant de la distraction contre le confort vivant de la présence. Préparez-vous. Déconstruire la médiocrité fait du bruit. Certains s'éloigneront, mal à l'aise avec vos questions. D'autres essaieront de vous convaincre que tout cela est exagéré, que la vie réelle n'est pas ainsi. Le monde appellera arrogance ce que, à l'intérieur de vous, s'appelle soif de plénitude. Lorsque cela se produira, rappelez-vous que la médiocrité préfère la compagnie. Si vous dépassez la moyenne, vous devenez un miroir inconfortable pour ceux qui se sont installés. Restez sur la bonne voie. Commencez petit, mais commencez. Lisez des livres qui défient votre zone de confort intellectuel, pas seulement qui confirment vos opinions. Écrivez l'histoire que vous avez toujours répétée et jamais eu le temps d'écrire. Suivez des cours qui ne se transforment pas en certificats automatiques, mais en expansion de conscience. Essayez un passe-temps dans lequel vous vous sentez à nouveau débutant pour réapprendre le plaisir de faire de grosses erreurs et d'en rire. Réservez des minutes quotidiennes pour le silence. Pendant cet intervalle, négociez avec votre courage, pas avec votre peur. Avec le temps, vous constaterez que la grandeur n'est pas une scène illuminée, mais une discipline de posture droite. Il ne s'agit pas de surpasser les autres, mais de se surpasser soi-même à plusieurs reprises. C'est regarder en arrière et voir des chemins ouverts, là où il n'y avait que de la brousse, des histoires racontées là où il n'existait qu'un potentiel. C'est inspirer les autres non par la perfection du résultat, mais par l'honnêteté de l'effort. La grandeur est un virus résistant. Sa simple présence encourage plus de gens à échapper au laboratoire de la médiocrité. Voici la vérité qui ne tient pas dans des slogans. Vivre intensément est dangereux.
Vous échouerez en public, perdrez des amis, vous casserez la figure plus d'une fois, et peut-être vous demanderez-vous pourquoi diable vous n'êtes pas resté dans la chambre chaude et confortable de la normalité. Mais, en même temps, vous vibrerez sur la fréquence authentique de ceux qui savent, dans leurs entrailles, qu'ils sont vraiment vivants. Vous poserez votre tête sur l'oreiller, épuisé, écorché, mais entier, et vous direz « Aujourd'hui, je ne me suis pas trahi ». Au final, la question n'est pas de savoir si le monde a besoin de plus de génies visionnaires ou de héros hollywoodiens. Le monde a urgemment besoin de gens entiers, de gens qui refusent de réduire l'existence à des tableaux de performance. Quand quelqu'un casse le moule, il ouvre des fissures par où la lumière entre. Vous pouvez être une de ces fêlures divines, rappelant à tous qu'il vaut encore la peine de rêver plus haut que le plafond qu'on nous a donné. Alors, déchirez le manuel qui célèbre la moyenne. Gribouillez sur la ligne droite un dessin tortueux et vibrant. Posez des questions que même les spécialistes ne savent pas répondre et soyez prêts à payer le prix pour trouver les réponses. Embrassez des causes si grandes qu'elles tiennent à peine dans votre nom. Lorsque la peur criera qu'il est trop tard, répondez avec l'audace de ceux qui savent que le temps est matière première, pas une sentence. Parce qu'en fin de compte, le plus grand coup n'a pas été de vous imposer des chaînes visibles. Il a été de vous offrir des menottes invisibles faites d'éloges tièdes et de rêves de seconde main. Renversez-les. Levez-vous pour la vie extraordinaire que votre voix intérieure a toujours su être possible. Et lorsque l'on vous demandera comment vous avez osé, souriez et dites « J'ai découvert que ce qui était moyen, c'était le coup. Et j'ai décidé de ne pas être complice. Maintenant, c'est à vous de choisir. Selfie dans la file des contents ou abonné à votre propre épopée. Soyez honnête avec vous-même. Si la réponse résonne encore dans votre cœur, quelque chose en vous a déjà commencé à briser la coquille de la médiocrité. Nourrissez cette étincelle, protégez-la du vent du cynisme, laissez-la grandir jusqu'à devenir un incendie. Car le monde et vous ne pouvez vous permettre une autre vie gaspillée sur l'autel de la moyenne. Quand avez-vous accepté, sans vous en rendre compte, qu'il suffisait d'être suffisant? Peut-être cela s'est-il produit dans un couloir d'école, quand on louait vos bonnes notes, plus que votre curiosité. Peut-être lors de votre premier stage, lorsque vous avez entendu que ce n'est pas ainsi que cela se fait ici, ou lors du déjeuner de dimanche, lorsqu'un parent bien intentionné a résumé la vie, a trouvé un emploi stable, acheté une voiture, se marier et ne pas causer de tracas. À un moment de ce parcours, on vous a implémenté chirurgicalement, sans anesthésie, l'idée que la vie idéale est une ligne droite, prévisible, sans grand bouleversement. Y croire semble prudent, mais c'est le coup le plus efficace jamais conçu contre votre flamme intérieure. La médiocrité ne s'impose pas par la force, elle vient avec des caresses. Elle se déguise en raison parlant de stabilité et de qualité de vie, comme si l'audace était un péché. Elle offre le confort séduisant de ne décevoir personne, et surtout de ne pas se décevoir soi-même. Après tout, qui ne rêve pas haut, n'échoue pas haut. Le prix? Une existence tiède, perpétuellement en dessous de ce que votre cœur sait être possible. Dès le plus jeune âge, nos sens sont entraînés à rechercher l'approbation, pas l'authenticité. Nous sommes conditionnés à lever la main seulement lorsque nous avons la certitude de la réponse. Et ce geste apparemment inoffensif fabrique des adultes qui ne prennent jamais le risque de poser de grandes questions. Nous apprenons à mesurer chaque pas. Ne vous démarquez pas trop, ne soyez pas bruyant, ne gâchez pas la photo de famille. Nous grandissons fluides dans la langue du consensus. Nous collectionnons des diplômes, des likes, des certificats. Mais nous désapprenons la langue de l'étonnement, du ravissement, du « et si ». Nous devenons des spécialistes pour freiner notre propre potentiel afin de ne pas déranger la marche collective. Le coup s'intensifie pendant l'adolescence, lorsque des slogans de marché remplacent des mythes héroïques. Des catalogues nous enseignent à aspirer à des gadgets, pas à des conquêtes spirituelles.
Des séries vendent des conflits prêts, résolus en 40 minutes, et nous venons à désirer des scénarios également édités pour nos biographies. Nous faisons du réseau social un CV de sourire, où la règle de la valeur est liker ou ignorer en quelques secondes. Chaque petit cœur qui clignote nous apprend à être agréable, à parier sur la sécurité, à couper les angles. Comment sortir de la file d'attente de la médiocrité si celle-ci nous nourrit avec des miettes constantes d'approbation numérique? Sur le marché du travail, le coût change de nom, mais pas de stratégie. Là, il s'appelle objectif atteignable, plan de carrière, KPI. On dit que l'audace n'est précieuse que tant qu'elle ne menace pas la structure. On se plaint que vous pensez trop grand, juste après avoir accroché au mur le poster de l'entreprise proclamant « Think Big ».